Pierre-Alexandre Bouclet, qui est à la fois le président de Radio Courtoisie. Alors chaque année, on essaye d'avoir des responsables venant de différents médias. On avait eu il y a 2 ans, je crois, Philippe Millot, qui était le président de TV Liberté. Donc là, on a le président de Radio Courtoisie, et Pierre-Alexandre Bouclet est également directeur marketing, directeur commercial de l'Association des chrétiens d'Orient. Voilà. Or, Radio Courtoisie est l'un de ces médias de la sphère Internet, eh bien, qui a comment dirais-je, qui défend un peu l'honneur du journalisme, hein, c'est-à-dire qu'il reçoit beaucoup de monde. Et moi, je suis régulièrement reçu sur Radio Courtoisie, qui s'est d'ailleurs un peu recentré, qui avait une coloration un petit peu plus un petit peu sulfureuse il y a une 20aine d'années, mais qui maintenant est devenue à l'égal d'un certain nombre comme TV Liberté, comme Toxin, comme Omerta, enfin je vais pas les citer tous, comme QG où j'étais il y a quelques jours. Ça fait partie de ces médias sur lesquels il est important d'aller se poser quand on veut justement se nettoyer l'esprit et réfléchir par nous-mêmes, comme nous y a invité Idrissa Berkane. Alors, on commence tout de suite. Alors, Pierre-Alexandre Bouclet, président de Radio Courtoisie, sur la liberté d'expression, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh ben, écoutez, moi, je me suis essentiellement intéressé à la liberté d'expression dans le milieu des médias, évidemment, puisque c'est le domaine où je travaille. Je suis venu avec quelques chiffres. Les chiffres, c'est toujours un peu intéressant. Là, il y a une étude de l'Institut Reuters, par exemple, qui nous apprend que pour l'année 2024, seulement 31 des Français ont déclaré avoir encore confiance dans l'information qu'ils recevaient dans les médias généralistes. Ce qui est quand même, ça veut dire que 70% des gens n'y croient plus du tout. Et d'un certain point de vue, on peut considérer que c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de plus en plus éclairés. On a une étude de l'Arcom 2025. Alors l'Arcom, on pourra y revenir, parce que personnellement, j'y suis confronté souvent, donc j'ai beaucoup de choses à dire sur l'Arcom. Seulement, maintenant, 40%, donc selon l'étude de l'Arcom, croient à la circulation d'une information juste et avérée. Donc ça veut dire que 60% d'après l'Arcom, 70% d'après Reuters pensent vraiment qu'on les enfume, hein, pour dire les choses très simplement, ou qu'on leur cache des informations. Et la liberté d'expression me semble aller plutôt mal. Là, on le voit avec un service public. Alors, le service public, c'est vraiment intéressant aussi parce que on se doutait tous depuis longtemps, enfin, et on le constatait de toute manière à travers 1000 petits événements, que le service public ne remplissait pas sa fonction. Sa fonction étant l'équité de traitement des intervenants, notamment politiques. Or, de mémoire, je suis pas certain que François Asselineau ait été traité de manière très équitable sur le service public depuis qu'il agit. C'est le cas de beaucoup d'autres. Heureusement ou malheureusement, il n'est pas seul. C'est également l'obligation de pluralité dans le traitement de l'opinion et puis également dans le recrutement du personnel, c'est-à-dire aussi bien chez les techniciens que chez les salariés. Et on voyait bien que ce n'était pas vrai. Et là, j'aimerais m'attarder sur un scandale récent auquel j'ai été un peu associé par la bande, qui est celui de l'affaire Thomas Legrand et Patrick Cohen. Donc vous avez, j'imagine, tous entendu parler de ça, qui a été révélé par nos amis et néanmoins confrères donc de l'Incorrect. Et donc ce sont ces vidéos, cette succession de vidéos qui n'est pas finie, il en reste à venir. Donc je vous l'annonce, ça c'est un petit scoop pour vous aujourd'hui. On n'a pas fini avec l'affaire Cohen-Legrand, mais donc où on les voit, ces 2 vedettes de France Inter en train de discuter sereinement avec des politiques du PS, 2 grands cadres du PS, et expliquer que pour la présidentielle, ils vont torpiller Olivier Faure, qui n'est pas jugé assez bon pour affronter le RN, et qu'ils vont mettre en avant Raphaël Glucksmann, qui est par ailleurs le compagnon dans la vie de Léa Salamé, qui quittait la matinale de France Inter pour partir sur France 2, toujours le service public. Et ensuite, ils expliquent que pour les municipales, c'est pareil, Thomas Legrand et Patrick, ils vont faire ce qu'il faut pour le cas Dati. Autrement dit, ils vont torpiller Rachida Dati, pour qui j'ai aucune estime particulière, mais ça nous montre quand même l'état d'esprit stupéfiant de ce service public qui agit. C'est un authentique détournement de la mission de service public au service
de petits intérêts particuliers, en l'occurrence l'EPS et la petite coterie des Salamé, Glucksmann, Cohen, Legrand et consorts. Et dans la foulée de ce scandale, à Radio Courtoisie, on s'est procuré une lettre écrite par Sybille Veil, qui est la PDG de Radio France, et qui répondait à des exigences donc de clarification de la part de la commission culture et communication du Sénat. Et cette lettre est assez sidérante parce que ça vous traduit mais tout ce qu'est le service public aujourd'hui. C'est-à-dire cette dame aurait dû être effondrée de ce dysfonctionnement au sein de son service. Et elle vous explique, on l'a révélé, la lettre est maintenant en accès libre, que effectivement Thomas Legrand c'est pas super et qu'il n'est plus salarié de Radio France, enfin de France Inter, parce qu'il a eu le courage de démissionner, mais que néanmoins elle le fera revenir au titre d'éditorialiste de Libération. Autrement dit, il sort par la porte, il revient par la fenêtre, et c'est elle qui lui tend la main pour le faire revenir dans le bateau. Ensuite, pas un mot sur Patrick Cohen, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore eu de vidéo où on le voit s'exprimer. Et néanmoins, on voit bien que Patrick Cohen, dans l'affaire, ne semble pas une victime qui surprend par hasard ce complot. Il a l'air tout à fait actif et il ne dément rien. Et ensuite, et c'est là où c'est peut-être le plus tragique ou le plus rigolo, enfin selon qu'on est de bonne ou de mauvaise humeur, elle vous explique dans son dernier paragraphe qu'elle prend acte de tout cela, mais que néanmoins, elle met en garde la commission culture et communication du Sénat contre les dérives et les assauts d'un certain nombre de médias d'extrême droite, évidemment, parce que dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, on est d'extrême droite ou on est complotiste, et que tout ça est quand même bien dangereux parce que des médias comme l'Incorrect finissent par mettre en danger le débat démocratique. C'est écrit. Et c'est hallucinant parce que moi je dirige une entreprise, Radio Courtoisie est une entreprise, et si quelqu'un vient m'alerter sur un dysfonctionnement extrêmement grave au sein de la radio, je vais me féliciter d'être prévenu pour agir et mettre fin au dysfonctionnement et trouver une solution et assainir la situation. Et là, pardon, j'allais dire une méchanceté, mais cette dame, au lieu de remercier l'Incorrect, elle les accuse d'être des fauteurs de troubles. C'est assez fascinant. Et donc voilà, je pense que la liberté d'expression aujourd'hui n'existe plus dans le service public. Ça, je pense qu'on en est tous d'accord. J'ajouterai à cela deux choses qui me semblent graves en matière de liberté d'expression. Ce sont les chartes signées au sein du service public par tous les salariés qui sont obligés, s'ils veulent travailler dans le service public, de signer la charte de la diversité et la charte du climat. Alors la charte de la diversité, je vous lis un tout petit passage parce que ça se suffit. Donc la charte pour la diversité doit être signée par tout employeur et salarié qui souhaite s'engager dans une démarche volontariste pour encourager la diversité en allant au-delà du cadre légal de lutte contre les discriminations et en déployant des actions concrètes et innovantes en faveur d'une plus grande égalité des chances. Et mes fesses sur la commode. Et ça vous montre qu'en fait, c'est vraiment cette logique non pas d'égalité ou d'équité, encore une fois, ou même de mérite des journalistes, mais vraiment de logique de ce qu'on appelle aux États-Unis la discrimination positive, et qu'on a mis en France de manière explicite, hein, enfin ou implicite, je ne sais pas, d'ailleurs parfois tout à fait explicite et parfois de manière implicite. Et donc c'est quand même, encore une fois, une vraie discrimination qui s'exerce à l'égard d'une certaine catégorie de la population. Et la charte du climat, eh ben, c'est dans le même esprit l'idée d'accepter qu'il est acquis, et scientifiquement acquis, que le réchauffement climatique existe, bon, à la limite, pourquoi pas, mais qu'il est d'origine anthropique, c'est-à-dire que c'est la faute des hommes, et la faute des hommes, c'est-à-dire nous, les Européens. Et là, c'est pareil, c'est une doxa, c'est-à-dire c'est un dogme, c'est la shahada du service public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer sans avoir admis cela, et donc ça oriente évidemment toute l'information qui sera donnée par le salarié et toute l'information qui sera perçue par l'auditeur. Donc, moi, je pense qu'à côté de certains médias qui se développent, et pourquoi pas, c'est bien aussi ce qu'on appelle les médias Bolloré, je crois quand même essentiellement à l'axe des médias alternatifs, pour la simple raison que Radio Courtoisie a été
la pionnière des médias alternatifs, puisque c'est né en 1987. Donc on va fêter nos 38 ans dans 2 mois. Et merci. Et je crois que c'était vraiment important parce que nous assurons justement, selon moi, et selon les gens qui m'ont précédé, cette mission de service public. Parce que, par exemple, encore une fois, je suis invité avec gentillesse par François Asselineau, donc je pense qu'il est de notre devoir de l'inviter, outre que c'est un plaisir, mais c'est aussi un devoir, parce qu'il représente une des tendances de notre famille de pensée. Mais si le service public était cohérent, eh bien, il devrait se dire, c'est quand même intéressant, quelqu'un qui a une vraie réflexion de fond sur un sujet, comme par exemple le Frexit ou la sortie de l'OTAN, et que ça concerne, ça intéresse vraiment une partie de la population. C'est-à-dire, vous n'êtes pas des cas isolés. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et on a quelqu'un qui est un porte-parole de ces idées. Pourquoi n'est-il pas invité, j'allais dire plus souvent, pourquoi n'est-il pas invité sur le service public? C'est phénoménal. Voilà, donc nous, on essaye de le faire à Radio Courtoisie avec nos petits moyens. Et je crois vraiment donc beaucoup à cette évolution des médias alternatifs. Et Internet, pour le coup, a été un grand axe de développement. Ça a été vraiment important. Néanmoins, je prêche un peu pour ma paroisse, mais j'insiste sur le fait que quand nous avons des audiences en numérique le matin, on est parfois très content. On arrive à avoir 3000 auditeurs entre YouTube, le site Internet et X. Néanmoins, quand on regarde nos chiffres sur la bande FM, c'est stratosphérique. C'est-à-dire que là, on a ce qu'on appelle un quart d'heure moyen de 80 000 personnes. Et alors, 80 000 personnes pour nous, c'est démentiel, parce que ça veut dire qu'on est vraiment... on écrabouille nos chiffres numériques. Mais néanmoins, le JT de TF1, c'est 7 millions de personnes. Oui. Voilà. Donc, malheureusement, ces gens sont encore extrêmement puissants. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup aussi à la nécessité... politique peut-être, d'abord de continuer nous à nous développer, c'est une évidence, mais vraiment aussi d'essayer de forcer cette crise là du service public. J'y crois assez. Je pense qu'on peut essayer de contraindre le service public à ouvrir ses antennes, et en tout cas il faut absolument le faire parce que nous avons le droit, nous, d'être représentés sur ces médias de masse. Et voilà, je pense que c'est un grand chantier. Je suis pas certain qu'ils le feront maintenant, parce qu'ils se braquent. On a affaire à une crispation en ce moment des médias qui contrôlent, les médias dominants qui contrôlent l'espace public. On le voit avec les attaques contre Pierre-Édouard Thérin, le milliardaire qui les rend un peu fous, là. Nous, on s'est fait attaquer régulièrement dans Libération, mais il y a une crispation terrible des médias mainstream, comme on ne dira pas à Radio Courtoisie, mais des médias de masse. Mais je crois qu'il faut vraiment poursuivre ce combat pour essayer de se frayer une place dedans, parce que malgré tous nos efforts, le numérique n'est pas encore suffisant. Voilà, c'est pas hyper encourageant, mais je crois vraiment qu'il faut à la fois se développer sur le numérique et continuer à creuser pour accéder. En fait, ces médias ne doivent pas être des bastions sanctuarisés par la gauche et l'extrême gauche. Nous devons y trouver des places. C'est vraiment aussi un combat politique. Voilà ce que j'avais à dire pour commencer. Merci Pierre-Alexandre Bouclet. Alors, deux anecdotes et une remarque en illustration de ce que vous venez de dire. Première anecdote, c'est que on a ressorti une intervention à la radio de Patrick Cohen en 2017, qui avait, face à un certain nombre de courriers qu'il recevait, où on lui demandait de me recevoir, et il avait dit, face caméra, il avait dit non, je ne recevrai pas Monsieur Asselineau parce que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, donc je n'ai pas à le recevoir. Voilà. C'est-à-dire que nous avons quelqu'un qui est un salarié des contribuables, en fait, et qui se permet de décider qui est-ce qu'il peut recevoir, qui est-ce qu'il ne peut pas recevoir. Or, bien entendu, comme vous l'avez souligné, au-delà de moi, c'est toute une pensée sur la non-soumission à l'ordre européen, à l'ordre euro-atlantiste, qui est en fait invisibilisée et condamnée. Deuxième anecdote qui va dans le même sens, lorsque j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2017, j'ai été reçu
ça devait être aux alentours du 16 avril 2017, sur France Info TV, et j'ai été reçu par plusieurs journalistes. J'avais l'impression de passer en cour d'assises, d'ailleurs, puisque j'avais face à moi 4 journalistes qui m'aboyaient dessus, comme si j'avais commis les pires forfaits, ce qui est quand même pas normal, surtout pour une chaîne du service public. Et à l'issue de cet entretien, il y avait ce sommet de la pensée journalistique et politique contemporaine qui s'appelle Jean-Michel Apathy, qui avait pris à part un de mes collaborateurs et qui lui avait dit ceci très exactement. Nous avons invité M. Asselineau parce qu'il a eu ses 500 parrainages, nous y sommes contraints par la loi, mais nous ne l'inviterons plus jamais au cours des 5 ans prochains. Nous ne le réinviterons qu'en 2022 s'il a ses 500 parrainages et il ne les aura pas. Troisième anecdote, et là où je prendrais un peu légèrement mes distances avec ce que vient de dire Pierre-Alexandre Bouclet, c'est que je ne suis pas convaincu que les médias privés soient beaucoup mieux. C'est-à-dire que certes, effectivement, ils donnent la parole qu'on ne trouve pas sur le service public, mais par exemple sur CNews, et monsieur Pascal Praud, lorsqu'il m'a invité au moment des Européennes, m'a invité 2 fois parce qu'il est quand même contraint par la loi, m'avait dit qu'il m'inviterait 15 minutes par trimestre parce que c'était ce qu'exigeait l'ARCOM, ce qui est totalement faux. L'ARCOM n'exige absolument pas ça. Et ça fait maintenant 1 an et demi, j'ai été invité 0 fois. Voilà, c'est-à-dire que sur CNews, qui est devenue une radio quasiment communautariste, qui parle du conflit israélo-palestinien matin, midi et soir, 24 heures sur 24, et d'une façon particulièrement biaisée, monsieur Philippe de Villiers, par exemple, a toute l'attitude pour lancer une pétition sur un référendum dont on ne connaît pas la question d'ailleurs sur l'immigration. Mais en revanche, monsieur de Villiers, comme les gens qui s'expriment sur CNews, ne lanceront jamais de pétition pour un référendum sur la libre circulation des mouvements de capitaux. Par exemple, parce que c'est ce qui fait la fortune de Bolloré. Et c'est la raison pour laquelle, sur CNews, comme sur les autres médias, il n'est jamais question de sortir de l'Union européenne. Il s'agit en revanche de focaliser l'attention des Français qui écoutent CNews sur un seul et même sujet, qui est l'immigration, qui est un vrai sujet, qui est un sujet très important, mais dont on oublie toujours de rappeler que c'est fondamentalement l'Union européenne qui en décide depuis le traité d'Amsterdam. C'est pour ça que moi, l'idée selon laquelle on opposait les médias publics et les médias privés, ils défendent chacun des intérêts différents. Mais il y a ce principe de base, et ce qu'a dit Pierre-Alexandre Bouclet est juste, il devrait y avoir au minimum, une représentation proportionnelle à ce qu'on représente dans les urnes. Et nous, on a fait le calcul à plusieurs reprises. Avec 1% des suffrages, je devrais être invité normalement une fois toutes les 3 semaines dans un des très grands médias français, puisqu'on a fait tout simplement la règle de 3 avec le nombre d'émissions politiques. Au lieu d'être invité une fois toutes les 3 semaines, je suis invité 0 fois. Une de mes activités essentielles étant pour moi d'aller chercher de l'argent, puisque Radio Courtoisie ne vit d'aucune subvention et d'aucune publicité, comme peut-être si certains d'entre vous l'écoutent le savent. Et donc, nous ne vivons que des dons de nos auditeurs, qui sont toujours trop limités, évidemment, puisque plus on a de développement, plus nous avons de dépenses, et plus on a besoin de dons. Et récemment, il y a de ça 2 mois, j'ai été contacté par un millionnaire israélien qui voulait racheter Radio Courtoisie. Et c'est une histoire fascinante, parce que il avait beaucoup insisté et je ne répondais pas parce que on n'a aucune intention de vendre Radio Courtoisie. Et le monsieur a tellement insisté que j'ai fini par accepter de le rencontrer. Et on s'est rencontrés porte d'Auteuil. Et il a été très direct. En gros, il nous proposait 10 millions d'euros, ce qui est une jolie somme, et il me les proposait à moi. Et en considérant voilà que c'était une belle somme et que, comme il le disait, avec ça, je pouvais vivre désormais entre Hong Kong et Dubaï et revenir à Paris, ce qui est évidemment mon souhait le plus cher, de vivre entre Hong Kong et Dubaï. Et je lui ai dit non, mais il insistait beaucoup. Et ça m'intéressait de voir ce qu'il voulait concrètement et comment il voyait les choses. Et donc, je lui ai dit, de toute façon, moi, il me faut... on est une association. Je ne suis pas propriétaire de Radio Courtoisie, donc ça c'est le premier garde-fou. Radio Courtoisie n'est pas la propriété de quelqu'un, elle est une association de loi 1901, et donc il y a un conseil d'administration et une assemblée générale et des statuts.
Et je lui dis, bah, de toute façon, il me faudrait, même si j'étais d'accord, il me faudrait l'accord du conseil d'administration. Et là, il me dit, combien est-ce que vous êtes? C'est authentique. Hein. Nous sommes 6. Et il dit, bah, écoutez, on donne 1 million à chacun, et vous gardez 4 millions, on le dit à personne. Je jure que c'est... Et donc, j'ai continué à dire non, et pour m'en sortir poliment, et puis lui toujours voir un peu, parce que ça devenait très amusant, je lui dis encore une fois, nous sommes une association, on ne peut pas. Et il dit, si, vous avez le droit de me vendre le fichier et la marque. Et ça, c'était vrai. Et donc là, je dis, oui, mais en fait, ça ne nous intéresse pas, donc on va en rester là. Mais ce sont des gens, il y a des gens, effectivement, qui peuvent être un peu des prédateurs, et puis après, ben, on peut avoir des gens plus bienveillants, qui vont être, on parle beaucoup des milliardaires en ce moment de droite, qui peuvent soutenir ou proposer une aide ou accorder une aide, et on a toujours besoin de soutien. Alors pour l'instant, nous n'en avons pas. On a même eu un article dans Libération qui dit que nous n'en avons pas. Donc si Libé le dit, c'est que c'est vrai. Mais même honnêtement, si des gens comme Pierre-Édouard Stérin nous proposaient de l'argent, dans la mesure où ça reste une somme raisonnable qui ne devient pas prédominante dans notre système, moi je le prendrais. On est à la recherche d'argent, donc forcément, ça ne me gêne pas qu'un milliardaire nous soutienne. En revanche, ce que nous ne pourrions pas faire, c'est lui donner une contrepartie administrative. C'est-à-dire qu'il ne serait pas question qu'il entre dans le conseil d'administration, il ne serait pas question qu'il entre dans l'Assemblée générale, ni lui, ni un de ses partenaires. C'est-à-dire que notre radio a ce verrou extrêmement important et sur lequel nous veillons jalousement, qui sont précisément les structures d'administration, c'est-à-dire un conseil d'administration entièrement bénévole et une assemblée générale entièrement bénévole, et avec laquelle nous veillons aux intérêts de Radio Courtoisie et à sa mission. Voilà, parce que, encore une fois, nous ne voulons pas devenir un média aux ordres et y perdre notre nature, en fait, parce que on n'a pas vocation à devenir les porte-paroles de telle ou telle cause. Je sais que François Asselineau en parlait tout à l'heure, il y a des médias même de droite pour lesquels j'ai de la sympathie, mais qui ont quand même clairement des lignes extrêmement orientées. Et nous faisons vraiment nous faisons un effort pour préserver cette liberté d'expression absolue sur nos ondes. On a chez nous des pro-russes et des anti-russes, des pro-israéliens et des anti-sionistes, et j'y veille, en fait. Sincèrement, je pense que c'est important, parce que je ne veux pas que un jour nous soyons phagocytés par des intérêts particuliers. Voilà, donc c'est vraiment ce à quoi nous veillons. C'est visible quand même. Ouais. Alors, 10 millions, ça peut paraître une somme, mais à l'échelle des enjeux de la militarisation de l'information, c'est carrément des pièces jaunes. C'est presque humiliant, presque. Oui, absolument. C'est-à-dire, verser... S'il a proposé 10, c'est qu'on pouvait en demander probablement 30 ou 40. Le but étant évidemment de faire disparaître le média ou de lui imprimer une nouvelle ligne éditoriale qui va dans le sens des intérêts justement des milliardaires.